Nouveau webinaire en ce mardi 18 février. Bonjour à tous, est-ce que déjà vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Mais a priori, vous m'entendez puisque vous me dites bonjour. Tout est bon, bah super. On accueille aujourd'hui l'un de nos partenaires que vous connaissez bien, parce qu'il est très apprécié de nos freelances, c'est Portify, qui est une entreprise de portage salarial. Mais on a aujourd'hui le directeur général, Antoine Cheng, qui vient nous parler du freelancing en 2025. Et donc, comme vous avez pu voir dans le titre, les opportunités, les défis, les risques à anticiper. Juste avant de commencer, je veux bien, Antoine, que tu passes à la slide juste après. Je vais vous faire un petit rappel de l'e-hibou pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, on va justement vous faire un petit sommaire d'abord. Ouais, bah super, très bien. Donc, voilà, nous sommes les deux intervenants de l'e-hibou. Et donc, moi, vous commencez à me connaître un petit peu. Je suis Victoire et je m'occupe de toute la communauté et des partenariats pour l'e-hibou. Et on a donc Antoine Cheng, qui est le directeur général de Portify. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un petit mot sur le hibou juste avant d'avancer. Pour ceux qui connaissent moins, on a le hibou, c'est une plateforme donc d'intermédiation qui rassemble maintenant plus de 100 000 freelances sur sa plateforme, qui fait majoritairement, principalement d'ailleurs, que de l'IT. Et on a reçu pas mal de prix en 2024, dont nous sommes assez fiers. Et aujourd'hui, ça représente 120 millions de chiffre d'affaires en 2024. Donc, c'est assez important et on espère continuer de croître comme ça en 2025. Bonjour à toutes et à tous. En ton nom, merci Victoire. Je vais me présenter. Effectivement, je suis Antoine Cheng, je suis le directeur général de Portify. Euh, En quelques mots, j'ai un parcours très simple. J'ai une formation à la base dans l'IT. J'étais freelance, évidemment dans l'IT. Et puis après, j'ai eu un passé en tant que dirigeant de SN. Et puis, depuis maintenant 7 ans, j'ai repris Portify. Donc, je vais vous présenter juste en quelques slides qui sommes-nous. On va faire simple. Je représente un groupe où il y a deux entités qui s'appellent Portify Urbeo. Tout est organisé et orienté dans le freelancing. Ça veut dire quoi? La structure Urbeo, qui veut dire Your Back Office, c'est plutôt pour les indépendants qui souhaitent se lancer sous forme de structure. D'accord? Portify, que je dirige avec mon collègue, c'est plutôt plus sur le portage salarial. D'accord? Donc, aujourd'hui, Portify, c'est à peu près, alors évidemment, c'est un chiffre qui bouge, hein, à peu près plus de 300 portées par mois en termes de facturation. C'est une équipe de 25 personnes pour toute la partie suivi administratif. On fait du portage salarial avec un accent très fort dans le métier autour du digital et de l'informatique. On a la particularité d'être les quelques rares sociétés labellisées par la FEDEPS, qui est l'association des salariés en portage, qui certifie que la société ne triche pas sur les frais cachés. Voilà. Et puis on œuvre aussi dans le milieu, puisqu'on est un membre fondateur d'un syndicat dans le portage salarial. Bon, je ne vais pas rentrer dans les sujets du portage salarial. N'hésitez pas si vous avez des questions. L'enjeu, c'est vraiment orienté pour qu'un freelance qui se concentre sur son activité pour faire sa mission. Tout le côté administratif, on s'en occupe. Et c'est là que c'est important. Aujourd'hui, vous avez certainement dû entendre parler dans la presse ce qu'on appelle les frais cachés dans le milieu du portage. Donc, c'est en gros, on vous affiche un taux de gestion très bas. Vous pensez payer 3, 4, 5%. En réalité, des sociétés trichent. Voilà, donc vous payez plus cher. Donc, ça, c'est un combat que Portify mène avec d'autres acteurs du marché. Voilà, c'est pour ça aussi on pousse énormément l'association, la FEDEPS, qui est gérée par des anciens salariés en portage, qui a décrété ce label zéro frais caché. Voilà. On va entrer très rapidement dans le vif du sujet. L'objectif, c'est vraiment vous partager mon expérience personnelle en tant que freelance et puis aussi mon quotidien au sein de Portify, puisque annuellement, on va dire on rencontre à peu près entre 1500 à 1700 indépendants par an pour des missions courtes, pour les missions longues. On a des partenaires comme avec le Hibou.
On voit bien les tendances en tant qu'un acteur, j'ai envie de dire, spécialisé vraiment dans le portage des consultants IT. Par rapport à mon expérience personnelle, qui a exercé ce métier en tant qu'indépendant et puis en tant qu'ancien dirigeant, de SN, Portify a pour rôle de facilitateur entre je dirais des partenaires et des salariés ou des indépendants en portage. Là, je vous livre, vraiment, notre expérience, sur ce qu'on constate sur ce marché. Mais déjà très rapidement, le freelancing, c'est quoi? Quelques chiffres, pour une fois, j'ai envie de dire, la France n'est pas en retard sur le freelancing puisque, il y a des pays, hein, qui ont initié cette activité, plus tôt que nous, mais j'ai envie de dire, on est dans la moyenne. Donc ça, c'est plutôt quelque chose, qui est important. En France, si on fait un zoom, faut savoir que alors ce chiffre évidemment, hein, avec, une marge d'erreur, habituelle, hein, entre 10-20 d'écart, heu, mais globalement, selon toutes les études, il y a à peu près au minimum 2,5 millions d'indépendants dans le secteur tertiaire, donc dans le monde du service, hein, puisque vous en avez certains dans d'autres activités, avec de la vente, donc j'en parle pas. Avec un chiffre, je pense que au plus 1,2 million, 1,3 million dans le secteur digital, IT. Et alors ce chiffre évolue, hein, selon les dernières études. On prévoit quand même, bientôt en 2030 plus d'1,5 million et personnellement, avec la tendance actuelle, je pense qu'on va être plus proche des 2 millions dans le secteur digital. Si on regarde, tous ces chiffres, il y a une accélération, entre 2009 et 2019 et j'ai envie de dire ce qu'on constate, c'est depuis post-covid, il y a eu vraiment un déclic chez beaucoup de salariés. Donc par la force des choses, on a pris à cause du ou grâce au Covid, les gens ont pris l'habitude de s'organiser différemment, que les entreprises ouvrent plus aussi, les activités jusqu'à présent qui étaient réservées aux salariés, au freelancing. Le télétravail est devenu, je dirais, une norme, là où avant le Covid, c'était quand même quelque chose de particulier et ça a complètement changé le regard du travail et l'approche du freelancing. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, on sait que selon toutes les études, le freelancing, au minimum, il y aura une croissance de 10. Alors, il est clair qu'en 2024, certains d'entre vous ont pu le vivre, c'était une année un peu plus compliquée, par rapport aux projections. Il y a eu un frein, ce frein-là, je dirais selon tes secteurs. Par exemple, sont dans le secteur de l'IT, il y a eu on voit bien, il y a eu une déclinaison entre avril-mai qui s'est accentué avec les problèmes, liés à notre gouvernement et cetera. On sent bien, il y a une baisse, ça a freiné, certes, mais on sent aussi depuis, novembre, ça repart je dirais les années, fastes, hein, 2022-2023. On repart bien, dans cette activité-là. Ce qu'on constate, c'est beaucoup d'indépendants parce que qui travaillent aujourd'hui, c'est pour les entreprises. D'accord? Là où avant le freelancing, j'ai envie de dire, si on taille, de manière très large dans ce scope, hein, le freelancing, c'est aussi, ça peut être du nounou, donc qui travaille plus pour les particuliers. Là aujourd'hui, le regard des partenaires ont également changé, puisque je pense qu'aujourd'hui dans cet atelier, la plupart d'entre vous, sont des spécialistes dans le métier digital IT. Vous travaillez beaucoup pour les ESN, des partenaires ou des portails, comme, le Hibou. C'est quelque chose aujourd'hui, il y a plus de débat, de dire on accepte un freelance dans le métier, d'accord? Et puis si on regarde le portrait d'un freelance, c'est aussi intéressant. On voit qu'aujourd'hui, c'est presque 50-50. Donc il y a 55, alors avec, selon les chiffres à 2-3 points près, on retrouve, hein, donc on n'est pas dans un schéma où, il y a plus d'hommes ou de femmes dans une activité. Non, on n'est pas du tout dans ce cas-là. La moyenne d'âge, d'un freelance, on voit bien que c'est plutôt 25-39 selon les études et un chiffre qui en ressort, la moyenne vraiment quand on est freelance, c'est autour de, l'âge, médian de 37 ans. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, hein, il y a de tout. Aujourd'hui, d'un point de vue personnel, je vois, là où freelancing, il y a 20 ans, j'ai envie de dire le freelancing, c'est réservé à des personnes qui ont une très forte expertise. Aujourd'hui, cette image a complètement été gommée. Aujourd'hui, on a
des des jeunes qui sortent d'école, hein, qui venaient d'être diplômés, ils peuvent, devenir freelance, parce qu'ils ont fait un bon stage, une bonne alternance, parce que si c'était intéressant le contenu, ils peuvent devenir, freelance. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Et puis aussi les plus 60 ans aussi, c'est quelque chose qui est nouveau aussi, pour 2 raisons. 1, il y a évidemment l'activité qui s'allonge et puis aussi avec la législation aujourd'hui qui a énormément changé, où on peut cumuler, la retraite et une activité complémentaire. Donc ça aussi, heu, on sent que c'est un mouvement, j'ai envie de dire aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de travailler dans le freelance, il a un service à proposer, il y a pas de débat. En termes de diplôme, bon, au minimum, on voit bien, c'est des personnes entre bac+2, bac+3, pour exercer ce métier avec, évidemment, plus de 77, tous ceux qui ont un niveau, bachelor. Évidemment, encore une fois, ce sont des statistiques, il y a de tout, voilà. Qu'est-ce qu'on observe? Bah, c'est quelqu'un en général qui a quand même un début d'activité. Là, comme je disais tout à l'heure avant, il fallait avoir beaucoup de cheveux blancs, beaucoup d'expérience pour pouvoir prétendre être freelance. Là, ça a complètement changé aujourd'hui. On voit bien à partir du moment où vous avez une expérience, vous avez des premières expériences concluantes, bah, c'est suffisant pour devenir vous êtes crédible. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui a changé, puisqu'on voit aussi, comme je disais, hein, cette émergence, même des personnes qui ont moins d'1 an d'expérience, bah, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore, 4-5 ans, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, le covid a énormément changé, cette activité-là. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça veut dire que, bah, aujourd'hui, j'ai envie de dire le freelance, c'est rentré dans les mœurs, en termes d'activité. Comment il exerce? Où il exerce? J'ai envie de dire. Bon, là-dessus, les chiffres, c'est assez disparate. J'ai voulu faire une moyenne. Plus d'un quart exercent, chez leurs clients, d'accord? Ce chiffre-là, je ne partage pas, tout à fait, parce que je pense que c'est on distingue pas bien chez le client le télétravail, selon les études. Beaucoup exercent cette activité chez eux. Ça, c'est encore une fois, il y a pas de c'est devenu dans les mœurs, hein, de faire du télétravail avec des degrés, plus on qui réclament, des 2 côtés, avec des limitations certes, et puis aussi, 15 qui travaillent plutôt travailler à la maison, qui travaillent plutôt en coworking, d'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose, qui s'est développé. Un chiffre intéressant, il faut savoir qu'il y a plus de 55 dans le monde du freelance, ça se passe, en Île-de-France, d'accord? Les explications, j'ai envie de dire, est-ce que c'est parce que la plupart des sièges d'entreprise, sont situés en Île-de-France? Heu, c'est peut-être une explication, puisqu'on a certainement besoin de plus au niveau de la direction, au niveau des centres de compétences, probablement. Mais en tout cas, c'est un chiffre que selon plusieurs études, on est autour de ce chiffre-là. Alors, est-ce que ça veut dire que, au-delà de ce parisianisme, nul pas de salut? Non, c'est pas vrai puisque vous avez des pôles d'activité assez attractifs, hein. Je veux parler par exemple côté Toulouse, parce que vous avez quelques, entreprises qui tirent, la région. Vous savez la région de Nantes aussi qui tire beaucoup, la région de Lille, c'est aussi un centre intéressant parce qu'on va au-delà de la frontière française. Il y en a beaucoup qui en profitent pour travailler en Belgique, l'Allemagne et cetera, et puis sans oublier Marseille, Aix, Lyon et cetera. Donc c'est vrai qu'on sent il y a quelques pôles centres d'activité où on attire plus le freelancing. Pourquoi devenir freelance? Voilà, ça c'est aussi une question intéressante. Ceux qui reviennent souvent, c'est avoir plus d'autonomie, d'accord? Pouvoir, organiser leur propre temps ou parfois par contrainte, familiale, ça peut arriver. Parfois c'est je fais une pause, j'ai envie de prendre, une mission, temporaire.
Heu, voilà, les études, c'est ce qui revient le plus souvent, c'est l'autonomie. Heu, Derrière, bah, pouvoir gérer leur carrière, pouvoir piloter, pouvoir changer de carrière, pouvoir exercer comme ils l'entendent et puis, le troisième position, c'est aussi travailler où ils le souhaitent. Avec, cette sorte de développement de télétravail, ça a beaucoup changé. Moi, d'un point de vue personnellement, je pense qu'il y a aussi pas mal de mensonges, puisque lors de tous ces sondages, il y a un élément que les gens ne le disent pas et il ne faut pas le cacher, c'est aussi avoir une rémunération plus intéressante. Parce on ne devient pas freelance uniquement pour, avoir cette autonomie, pour avoir, cette liberté. C'est aussi que si on pousse, le questionnaire, c'est aussi tout le monde voit, il y a quand même un gain substantiel quand on est en freelance. Malgré tous les risques, évidemment, d'intercontrat qu'on va y venir et cetera. Mais c'est aussi un élément, important, je pense, que beaucoup optent pour ce choix-là. D'accord? Une répartition des freelances par activité, là, on peut voir, c'est la plupart du temps, il y a une expertise technique à la base. Quel que soit le sujet, soit vous avez une expertise technique, une expertise fonctionnelle. D'accord? Dans les métiers aujourd'hui de développeur, data scientist, c'est plus de presque du tiers. Si on reprend les métiers de type, designer, des fonctions support, on va dire il y a presque plus de la moitié en termes d'activité. Après derrière, il y a des métiers qu'on est en train de on voit bien, il y a une émergence, hein, par exemple, toute la partie business developer, les commerciaux typiquement. Là où avant, il y avait encore un frein au sein des entreprises, ils préfèrent toujours, dire, bah, les commerciaux, je préfère les avoir en interne en tant que salarié. Là aussi, il y a un mouvement qui commence à le faire. On voit bien aussi, en dehors des commerciaux, par exemple, dans les grandes entreprises, les acheteurs. Là aussi, on voit de plus en plus ce développement-là autour des acheteurs qui eux-mêmes, ce sont des freelances. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Bah, une fois qu'on a dit tout ça, bah, la première question, c'est aussi le thème, hein, c'est, bah, comment démarrer? Parce qu'il y a dans le thème d'aujourd'hui, c'est on a parlé de défis, puis derrière, comment anticiper les problèmes. Il faut reprendre en amont le bon démarrage. Bah, souvent, bah, pour démarrer, vous allez vous poser forcément un certain nombre de questions, de savoir est-ce que je me lance, dans cette activité-là? Comment? Et puis, avec qui? Quand on parle de structure, alors vous commencez à faire la recherche. Au départ, ça paraît simple, bah, vous allez voir des termes, que vous commencez à ne plus comprendre, TNS, SASU, EURL, EI, IS, waouh, c'est quoi tout ça là? Et beaucoup ne savent pas et on voit que, bah, il y a un problème, qu'on ne sait pas par quel bout commencer. C'est bien de devenir freelance et encore faut-il, beh, combien que je dois facturer? Là aussi, ce sont des questions. Est-ce que je suis trop cher? Dans ce cas-là, vous ne décrocherez pas de mission. Est-ce que je suis en dessous? Dans ce cas-là, c'est dommage. Et ce sont des questions, bah, c'est important de savoir comment vous vous situez. Comment c'est souvent quand je rencontre des indépendants, me posent la question, bah, moi, je ne connais pas mon TGM. Je ne sais pas. Je ne connais que le TGM, par exemple, de mon précédent employeur. Est-ce que je peux demander la même chose? Je n'ai que 3 ans d'expérience. Et ce sont des questions, évidemment pas simples. C'est là que s'entourer d'un partenaire comme le Hibou, qui a ce regard 360, qui a une palette de profils, peut vous aiguiller. Et puis après derrière, bah, on va y venir, hein, comment trouver ses clients aussi. Ce sont des enjeux aussi, c'est pas simple, il faut démarrer. Par où commencer? Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire la première chose, évidemment, il faut le CV. Ça paraît évident. Alors, quel que soit le format, aujourd'hui, malgré qu'on soit dans une phase de digitalisation, vous savez certainement tous des comptes LinkedIn, tout ce que vous voulez, bah, il y a le format, CV classique, ça reste incontournable, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je ne vais pas vous donner des conseils, sur le CV. D'ailleurs, Victoire, ça peut être un prochain thème, hein, en rédigeant, en préparant cet atelier, je me suis rendu compte, c'est la plupart du temps, les salariés ou des indépendants, ils ne savent pas,
comment je peux mettre toutes les chances de son côté pour décrocher un rendez-vous. Donc la plupart du temps, les gens ne savent pas, il y a des règles, il y a des astuces, comment être au-dessus de la pile. Donc ça, ce sont des sujets, bon, peut-être qu'on aura un prochain atelier, ça peut être un thème intéressant. Oui, j'en profite, tout à fait. C'est un sujet qu'on nous a beaucoup fait aborder et on aimerait bien pouvoir le développer auprès des freelances. On sait que c'est pas toujours facile et surtout, on a un modèle de CV aussi qui est disponible, nous, sur notre plateforme de manière gratuite pour aussi les aider à le faire. Mais on aimerait bien ouais, faire un vrai échange avec une partie d'entre eux. On l'avait déjà fait dans le passé, mais ça n'avait pas très bien marché. Donc, on est en train d'y Mmh. réfléchir, mais ça, c'est une bonne idée que vous en parliez. Ouais, eh beh, parfait, avec plaisir. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est incontournable aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Bah, mettez à jour votre fiche LinkedIn, indiquez que vous êtes disponible. Inscrivez-vous, réactualisez votre fiche, sur des portails, comme le Hibou, donc ce sont des plateformes visibles. Donc ça, c'est très, très important. Donc évidemment, hein, un partenaire comme le Hibou, c'est des choses, c'est incontournable, hein. Si on regarde les chiffres, on voit bien que les réseaux sociaux, ça fonctionne bien, comme point d'entrée, les réseaux sociaux et puis le réseau professionnel. C'est quelque chose qu'on oublie très, très souvent. Le réseau professionnel, c'est chez votre client, parler à votre collègue qui est à côté de vous. Voilà, donc ça fait partie des choses. Ça, souvent, le fameux bouche à oreille, ça fonctionne bien. Peut-être pas pour la mission d'aujourd'hui, mais ça peut créer d'autres opportunités de fil en aiguille. Ça, c'est des choses très, très importantes. Ne restez pas dans votre coin euh, pour essayer de trouver, pour vous faire connaître votre disponibilité ou votre expertise. Ce qui est important, le conseil que je puisse vous trouver, c'est pour avoir été, freelance, moi-même, souvent on a le nez dans le guidon. On a une mission, on a des deliveries à faire, bah, la mission, elle sort, elle termine dans 3 mois. Donc j'ai le temps. Bah, sachez qu'aujourd'hui, entre le moment où vous sortez, vous êtes disponible et vous allez décrocher une mission. La moyenne selon Portify, nous ce qu'on observe au minimum, c'est 1 mois. 1 mois que vous préparez le CV, que vous soyez sélectionné, si tout va bien, vous passez les premiers entretiens, vous prenez deuxième probablement, vous allez faire la partie contractualisation, c'est au moins 1 mois, voire plus. D'accord? Dans certaines activités, certains secteurs, quand il faut publier un appel d'offres, c'est pas rare qu'il faille attendre 2 mois avant votre démarrage. Donc ça, c'est important. D'accord? Là aussi, c'est un sujet récurrent, choix, une fois que vous savez, bon, on a envie d'y aller, ben comment? Alors, c'est là-dessus souvent, bah, on se lance dans une structure, un choix, parce que j'ai vu ça, c'était bien, parce que, mon copain ou parce que ma sœur, mon frère a fait la même chose. Bah, là, évidemment, aujourd'hui, s'il y a une multitude de structures, vous avez certainement entendu parler des EUL, des micro-entreprises, du portage salarial et cetera. C'est parce que si c'était tous identiques, bah, certaines solutions auraient disparu, d'elles-mêmes. Ce qui n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des raisons. Et derrière, pourquoi? Parce qu'il faut trouver la structure qui soit adaptée à votre contexte et je dis souvent, heu créer une structure, globalement, en moins de 72 heures, vous l'avez créée. La question, c'est est-ce qu'elle est adaptée dans votre contexte? D'accord? Ça veut dire quoi dans votre contexte? Selon votre activité, vous n'aurez pas les mêmes besoins que quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est en portage n'a peut-être pas les mêmes attentes. Ces attentes, c'est quoi? Bah, si vous êtes une activité qui est temporaire, parce qu'on vous a proposé une mission sur 3 mois, et j'ai envie de dire, créer une structure, elle est plus lourde, ça vous engage à avoir dépensé des frais, c'était peut-être pas envisageable, d'accord? De la même manière, si vous connaissez votre chiffre d'affaires prévisionnel, ben, il y a des structures comme micro-entreprise qui n'est pas adaptée. Vous avez devoir investir en termes d'achat de matériel, des investissements. Bah, il y a des structures qui seraient plus intéressantes que d'autres, d'accord? Et puis dans certains cas, vous allez aussi la case, par exemple, vous voulez optimiser votre retraite, vous voulez avoir la garantie du chômage,
vous bénéficiez du chômage. Dans ce cadre-là, vous créez une activité. Ce sont aussi des questions à se poser. Donc, c'est là que c'est très, très important de bien se poser les questions. Ces questions-là, elles ne sont pas anodines. Parce qu'une fois que vous avez créé une structure, vous allez la traîner et vous allez devoir la supporter, entre guillemets, jusqu'à la fin de la structure. Moi, j'ai en tête des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont mal été conseillés. Et j'ai quelques slides tout à l'heure, un peu plus loin. C'est pas simplement dire: «Je vais payer un comptable, il va tout gérer». Non, le comptable, que ce soit en portage salarial, le comptable, oui, il va facturer et faire le côté administratif, mais le quotidien, le risque opérationnel derrière, c'est vous qui allez supporter, d'accord? Donc tout ça, c'est très, très important de bien vous poser les bonnes questions. Parce qu'encore une fois les bonnes questions sont posées, vous avez fait monter le montage est en route, c'est fini. Votre rôle, c'est assurer la mission, voir comment faire pour augmenter le TJM, comment faire pour enchaîner des missions, pour éviter les intercontrats. C'est ça l'objectif. Mais il faut, au départ, ne pas prendre ce point à à la légère parce que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le point de départ. Suite à ça, bah, on va entrer tout de suite, quels sont les risques vraiment en freelance? Bah, j'ai trouvé une étude intéressante, pour dire quels sont les freins pour se lancer en dans le freelancing. Bah, ça arrive très rapidement, j'ai envie de dire tout est lié, hein, les 3 premiers sujets, c'est l'incertitude financière. Aujourd'hui, quand on est salarié, bah, même si vous êtes en intercontrat, il y a le salaire qui tombe, c'est très, très confortable, d'accord? Heu, Demain, en tant que freelance, il y a toujours cette peur. Si mon client met fin à ma mission et si je ne trouve pas ma mission, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, ce sont tes freins, effectivement, qui empêchent certains de se lancer. C'est très, très important. Et puis après, il y a forcément d'autres freins. Mais quand vous regardez l'ensemble de ces sujets, globalement, on va faire simple, tout tourne autour de l'intercontrat et le fait de cette baisse de revenus, financières. Ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment le principal frein. Est-ce qu'en freelance, on a la certitude d'avoir, de les supprimer? Si je vous dis oui, je serai le plus grand des menteurs. Mais par contre, il y a des moyens pour limiter. D'accord? Les risques, évidemment, il y en a plein, mais d'un point de vue personnel, moi, j'en vois 4. D'accord? 4 risques principaux étant l'ordre décroissant. Moi, je vois beaucoup, d'indépendants qui commencent, bah, c'est le risque de l'isolement. Ça veut dire quoi? Bah, c'est pour certains, il y a d'ailleurs tout à l'heure, je crois, selon les statistiques, il y a 14 ou 17. Ça veut dire quoi? Bah, c'est se sentir quelque part ce sentiment d'exclusion. Moi, je vous donne, l'histoire, d'un salarié que je gère, hein. Il est salarié en interne, puis il est passé freelance du jour pas du jour au lendemain, toujours en restant dans la même, mission. Ben, un jour, il m'a dit: «C'est bizarre, le fait que je passe freelance, mes collègues m'invitent plus à déjeuner à midi». Bah oui, c'est aussi bête que ça. Bah, vous n'êtes plus «intégré» entre guillemets dans l'entreprise. Évidemment, ce n'est pas une généralité, mais il faut garder en tête, vous n'êtes pas un salarié. Là où vendredi, les gens terminent à 16:00, casual wear, dans une banque, ou pas, vous êtes là toujours, même horaire, parce que vous avez une prestation à assurer. Oui, vous êtes en dehors de tout ça. Oui, il peut y avoir des séminaires, oui, vous n'êtes pas invité, même si vous travaillez tous les jours avec eux, oui, mais il faut accepter. Et ça, je constate, il y a des freelances qui font la marche arrière, non pas pour des raisons financières et autres, hein, c'est vraiment ce côté d'exclusion, d'accord? Et puis, c'est aussi le sentiment de devoir tout gérer. Ben oui, vous faites, dans l'exécution de votre mission, mais en même temps, bah, vous faites aussi votre RH, vous gérez votre mutuelle, vous faites aussi la vente, vous devez décrocher votre mission, oui, 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 vous devez gérer tout ça. Il faut assumer tout ça. C'est important
Et ça génère forcément derrière l'impression de fameux métro boulot dodo, hein. Bah, le matin, je vais chez mon client, le soir, je rentre, potentiellement, je discute avec mon comptable ou je passe les centres. Voilà, il y a une, comment dirais-je? Une répétition, là où certains peuvent se sentir frustrés, ce quotidien-là. Ils ne trouvent pas leur bonheur. Donc ça, c'est important, puis aussi, dernier cas, hein, bah, souvent, comme je suis un freelance, le client, il a tendance à me pousser, à me donner plus de boulot. Là aussi, hein, c'est comme tout salarié, entre guillemets, il faut savoir dire stop, parce qu'il y a quand même une vie privée, une vie professionnelle, une vie, privée, que ça ne déborde pas. Donc ça, c'est un isolement, le chiffre de 14-17, peu importe, oui, je le confirme, ça, c'est plus un sentiment personnel d'un freelance qui se sent un peu exclu. Le deuxième risque, et ça, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, hein, le choix de la structure. Mauvais choix, mauvaise gestion, mauvais accompagnement, d'accord? Et là, malheureusement, ça engendre quoi? Et vous allez comprendre. Il y a 3 mois, j'ai été contacté par un freelance depuis 2 ans. Il a créé ta structure. Il m'a contacté pour dire: «Écoute, écoutez monsieur Schenk, j'ai envie de réfléchir à d'autres montages». Bah, je lui dis: «Pourquoi?» «Tout simplement, je viens d'avoir un redressement l'URSSAF». «Comment? Vous étiez accompagné par un comptable?» «Oui, mais sauf que le comptable, il est incompétent, il n'a pas déclaré tout ce qu'il fallait au niveau sur la fiche de paye. Donc il a un redressement de 24 000-25 000 €, peu importe». Voilà, il est dégoûté. Non pas devoir payer, mais dégoûté. Alors évidemment, de devoir payer à la fin 24 000-25 000 €, mais surtout, il avait confié cette responsabilité à un professionnel. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Peu importe la structure que vous avez, que ce soit portage, vous êtes, en auto-entrepreneur, peu importe, il y a toujours un risque. Et moi, je vois souvent des gens heu, qui croient que moi, je fais bien les choses. Mon copain, il le fait. J'ai des amis qui le font, pas vu, pas pris, donc j'y ai droit. De mon expérience personnelle, c'est la même question que le matin: «Est-ce que vous accepteriez de franchir le feu?» Il y en a plein qui le font tous les matins, ils franchissent le feu rouge, ils sont toujours pas tétraplégiques, mais ça existe. Heu, les choses, on va toujours dans le bon sens. Par exemple, c'est quoi? Bah, les gens qui vont en déplacement, ils vont à un hôtel, je dis une bêtise, hein, enfin une bêtise, ça s'est déjà vu, ils prennent une chambre 5 étoiles, voilà. Donc, je suis en déplacement, je me fais plaisir, un truc avec spa et cetera. Mais il faut savoir que demain, si vous avez un contrôle, ça s'appelle un ABS, un abus des biens sociaux. C'est pas parce que vous êtes indépendant, vous êtes chef de votre entreprise, vous avez le droit. Votre structure est une personne morale. D'accord? Donc souvent, il y a des personnes, qui se font redresser, à tort ou à raison, hein, mais souvent, dans tous les cas, je dis souvent quand vous avez un redressement, la seule question que vous devez poser, c'est combien de zéros vous allez écrire sur le chèque, d'accord? C'est très brutal, mais c'est la vérité. Ne croyez pas que vous êtes freelance, vous êtes tout seul, vous avez moins de risques de redressement qu'une grande société. D'accord? L'image, de ou la légende urbaine, les 3, 4, 5 premières années, vous ne risquez rien, c'est faux. Puisque l'abus en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que freelance, en structure, individuelle, vous avez autant de risques, voire plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous allez pouvoir prendre toutes les décisions pour dire: «Je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais dépenser ça». Et c'est pas des sujets anodins. Moi, je peux vous garantir parmi tous mes salariés que je récupère, le record que j'ai chez Portify, c'est quelqu'un qui a été redressé. Il doit aujourd'hui 134 000 € à l'administration. 134 000, d'accord? Pourquoi? Parce que ce sont j'ai envie de dire des choses classiques, hein, les indemnités kilométriques que tout le monde pense, bah, c'est légal. Ben non, l'URSSAF dit: «Non, c'est pas légal». C'est du confort personnel. Il faut bien respecter la réglementation. Donc aujourd'hui, il doit 134 000 €. Donc il a arrêté tout son système, il est passé en portage. Heu
aujourd'hui, tous les mois, je dois faire une saisie sur salaire de 3 400 € pour rembourser ses dettes. Certains vont dire: «Mais c'est l'extrême». Non, le deuxième, aujourd'hui chez moi, il doit 74 000 €. Même sujet. La moyenne, c'est entre 15 et 30 000 € en termes de redressement et ça va très, très vite. Peu importe quel que soit le montage que vous avez, en structure, en portage, auto-entrepreneur, peu importe, il y a toujours une réglementation et là, c'est important, le dernier mot que j'ai mis, abus de droit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une notion dans le code des impôts, dans le code de l'administration. En gros, c'est quoi? Un abus de droit, c'est quoi? C'est que vous faites, un montage. Unitairement, c'est légal, mais en les mettant bout à bout, c'est pour avoir un avantage financier et c'est de là-dessus que l'administration vous redresse systématiquement, d'accord? Il y a beaucoup de littérature, sur ces sujets-là. Je peux vous garantir, à chaque fois, c'est ça qui est ressorti, un abus de droit. Je peux vous donner un exemple pour que vous compreniez. Un abus de droit, certains, par exemple, ils font 50-50, la moitié de l'année en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'on sait que les cotisations sont minorées et puis le reste du temps, ils passent, potentiellement en portage ou avec leur structure. Ça s'appelle un abus de droit. Pourtant, les 2 montages sont complètement, légaux. Mais pourquoi on fait ça? C'est simplement pour avoir un avantage financier. Donc là-dessus, on voit très, très souvent, c'est en termes de redressement. Donc ça aussi, ce sont des enjeux. Le troisième, évidemment, comme j'ai évoqué, bah, c'est toute la partie intercontrat. Donc intercontrat volontaire, pas involontaire, peu importe. Heu, Ce qui est important, j'ai envie de dire, le mot-clé, c'est anticiper. Anticiper, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est garder votre réseau, le réseau professionnel, réactualiser votre CV sur des sites comme le Hibou, faire connaître votre disponibilité, les réseaux sociaux et cetera. Heu et puis derrière, là, j'ai mis quelque chose, hein, j'aurais pu le mettre tout à l'heure, le CV. C'est vraiment une astuce, que je vous donne, pour décrocher une mission, souvent, bah, faut pas oublier que le client achète votre expertise, pas votre potentiel. Je répète très, très souvent cette phrase puisque, quand je reçois les indépendants, il faut garder en tête derrière un client qui vous accepte dans votre mission, dans son regard pour recruter un indépendant, c'est pas le même regard pour recruter un salarié. Un salarié, on regarde son CV, il a une expertise, mais on va l'engager pour son potentiel. Le potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il ne connaît pas notre technologie, il a une tête bien faite. Après, il y a un stage, une formation, il pourrait le faire. Il pourrait devenir demain manager. En tant que freelance, le client ne va pas acheter votre potentiel. Il va acheter ce que vous savez faire aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est très, très important. Je peux vous donner le cas d'un salarié que j'ai rencontré. En un an, il n'a jamais décroché une mission. Pourtant, c'est un administrateur système qui a des certificats, et cetera. Il veut passer freelance pour être un spécialiste en la sécurité et je lui ai dit: «Jamais tu vas trouver une mission dans la sécurité, malgré tes formations et cetera». Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour la prestation, le client va acheter la prestation à quelqu'un qui a son expertise. Donc c'est très, très important. Souvent, on souhaite décrocher la mission pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou vous n'avez pas d'expérience. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Par contre, le client vous a acheté sur une mission, comme vous êtes sur place, il peut vous proposer de monter en compétence et là, c'est intéressant. Ça va vous permettre effectivement de monter en compétence, heu et ça, c'est important parce que vous allez préparer votre prochaine mission et c'est aussi la période quand vous êtes, disponible à ce moment-là, profitez-en pour passer vos certifications, d'accord? C'est important parce que c'est ce qui va vous mettre en avant, passer des formations, fonctionnelles, techniques, ça c'est très, très important pour vous tenir, au courant des nouveautés, des activités, des nouvelles techniques. Heu, Ça c'est très, très important. Encore une fois, le phénomène quand on est freelance, ben, on se dit: «Si je sors une journée pour aller à un séminaire, c'est une journée de perte». Vous la sentez pas, le jour même, mais en fin de mois, vous allez voir votre facturation. C'est très, très terre à terre et puis au bout d'un moment, comme vous êtes freelance, vous avez envie de réussir la mission, aller facturer de plus en plus
Et ça, c'est très rapidement, c'est le thème suivant, hein, vous allez voir, vous allez devenir, vous allez sortir très rapidement de ce cadre d'activité. Et puis pour finir, hein, je dis souvent, profitez de cette période-là, pour vous reposer, hein. C'est aussi important. En freelance, vous avez la maîtrise de votre prestation. C'est peut-être le moment aussi pour vous, hein, de continuer, pour vous reposer, dans la mesure du possible. Et le quatrième, moi j'aime bien, c'est l'obsolescence programmée. Alors on parle souvent du matériel. Dites-vous, c'est pareil dans le freelancing. Ça veut dire quoi? Le métier, l'expertise que vous avez d'aujourd'hui, elle ne sera plus la même demain. Le fait que vous soyez tous les jours en mission, tous les jours, si surtout quand vous êtes chez le même client, heu, vous êtes là pour assurer les runs, pour assurer le quotidien. Très, très rapidement, au bout de quelques années, quelques mois, surtout dans ces métiers, dans les secteurs aussi qui évoluent aussi rapidement que l'informatique, le côté digital également, très, très rapidement, vous allez vous dépasser par tous ces sujets-là. Et ça veut dire quoi? Vous allez avoir de plus en plus de mal à décrocher des missions, d'accord? Donc soyez alerte sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles, normes, heu, adaptez-vous aux besoins du marché de votre client, d'accord? C'est clair que quel que soit le métier, ça évolue. Heu, pour vous étayer un exemple, si je vous dis aujourd'hui, il y a 15 ans, 20 ans, c'est à la mode un webmaster. Je ne sais pas si, Victoire aujourd'hui chez avec vous, vous avez des clients qui recherchent un webmaster. Pourtant, il y a 20 ans, 15 ans, c'est des métiers à la mode. Alors, bonne question. Moi, j'avoue que je suis pas du côté commercial, donc je connais pas tout ça, mais ça sera intéressant Non, d'aller voir. non, il y en aura pas, il y en aura pas. Donc vous voyez, c'est pour ça, c'est très, très important, les technologies évoluent. Soyez prêts à vous remettre en cause. Soyez prêts à suivre, les mouvances du marché, d'accord? Ça pour moi, je dirais, c'est lié à l'intercontrat. Les 2 sont très, très liés, d'accord? Juste pour vous donner, montrer quelques chiffres sur les secteurs. Alors, les chiffres datent de 2024, mais j'ai envie de dire depuis 2024, comme je disais, avec ce frein dans le secteur l'IT, pour moi, ça serait les mêmes mouvances. Alors, il faut évidemment rapporter les demandes, ces leviers par rapport au chiffre d'affaires, évidemment. D'accord? Quand vous regardez le cloud aujourd'hui, qui a donc toute activité confondue, hein, évidemment, mais autour de cette activité-là, ça représente plus de 39 milliards de chiffre d'affaires. Évidemment, vous ne pouvez pas comparer aujourd'hui avec ce qu'on appelle la partie, l'émergence de numérique responsable, même si on parle de 48%, mais c'est un milieu, c'est encore une activité qui est restreinte. On parle de 1,3 million, 1,5 million selon certaines études. Il y a des percées, mais ce n'est pas que. D'accord? Donc il faut tenir compte de tout ça. Ça, c'est les secteurs. Et puis après, si on regarde quelques chiffres que je peux trouver à gauche et à droite, j'ai envie de dire d'un point de vue global, les métiers du développeur. Évidemment, hein, on aura toujours besoin des développeurs, quelles que soient les technologies. Ce que j'ai trouvé récemment, a priori en 2024, le langage Python serait arrivé en tête en termes de besoins. Et puis il y a l'émergence des solutions comme no code, etc., avec une croissance annuelle qu'on estime à 20%. Quand on regarde la plupart des besoins, une annonce sur deux, c'est autour de l'aspect conception. D'accord? Évidemment, hein, je ne vous cache pas aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, ça va à toutes les sauces, peu importe le domaine, hein, et surtout ce qu'on remarque aujourd'hui, évidemment, comme ce sont des activités nouvelles, d'où aussi, si vous raccrochez à la présentation un peu précédente, c'est forcément, ce n'est pas des personnes comme moi avec pas mal de cheveux blancs qui auraient appris ça à l'école. Donc c'est forcément les personnes qui ont récemment, je dirais, diplômé. Donc ce qui explique pourquoi aussi, hein, ils trouvent plus facilement des missions dans ce type d'activité. D'accord?
Et puis on peut citer la partie cybersécurité, là-dessus au sens large, hein, aussi bien les pentests, les RSSI et cetera. Ça, on voit bien ça pousse, même si il faut avouer, attention, il y a quand même une baisse en termes de besoins. D'accord? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez des organismes, des sociétés qui ont créé des écoles, donc vous avez des gens qui sont formés, au bout de 3 mois, 6 mois de formation. Là, on commence à avoir des wagons de spécialistes, hein. Évidemment, ils n'ont pas le même niveau d'expertise, ceux qui ont fait ça depuis 10 ans, mais on voit bien que ça commence à chuter et avec cette chute, forcément, c'est aussi le TJM, d'accord? Les TJM, forcément, c'est l'offre et la demande, forcément. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Bah, là, j'ai essayé de faire une synthèse, les mots-clés les plus demandés parmi les annonces. Alors, évidemment, hein, ne me tombez pas dessus si vous ne voyez pas votre technologie, etc. Moi, j'ai essayé de faire une espèce de panel sur les mots-clés aujourd'hui qui sont à la mode. Il y en a d'autres, hein, certainement, mais ça rejoint un peu ce que j'ai mis tout à l'heure. Euh, Évidemment, il y a des technologies, il y a des méthodologies, mais ce sont des mots-clés ou des besoins, expertise, il faut maîtriser aujourd'hui. Je pense que je vois dans les échanges, il y en a beaucoup de spécialistes. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit: «Je suis un spécialiste de projet en cycle en V», je pense qu'il aura un peu de mal, pour vendre cette expertise-là. D'accord? Donc, ça fait partie, vous voyez, ce sont des méthodologies impérativement, bah, conjointement avec votre expertise, hein, technologique et cetera, il faut l'avoir. D'accord? Les tendances 2025. Alors, j'ai essayé de voir selon il y a des têtes pensantes, sur comment ils voient le monde en cette année. Évidemment, hein, je ne vais pas vous cacher, l'IA, ça tire. Ça tire à tout va. Il y a de nouveaux métiers. On verra l'année prochaine, hein, si les prédictions sont bonnes ou pas. Par exemple, les plateformes de gouvernance, puisque à un moment donné, quand ça rentre dans l'entreprise, ça veut dire, comme toujours, il va falloir piloter. Donc ça, ce sont des nouvelles activités qui viennent se créer. Les agents IA que les Américains poussent beaucoup par métier, etc., de pouvoir avoir cette autonomie. Et puis, il y a des métiers, hein, qui sont toujours là, en cybersécurité évidemment, la partie blockchain, que je trouvais intéressant puisque, ouais, c'est arrivé par la porte de la crypto, mais aujourd'hui, ça se développe de plus en plus autour de la traçabilité, sur, le poulet que vous achetez, voilà, on va mettre, un peu de blockchain, pour ça. Donc ça, c'est aussi des domaines qui tirent. Alors évidemment, hein, encore une fois, ce sont des domaines. Derrière, bah, si on regroupe, il y a des spécialistes métiers, autour de ceci, il y a des spécialistes techniques, et puis derrière, il y a aussi des spécialistes dans la partie pilotage. Encore une fois, il faut vous adapter, autour de tous ces sujets. Bah, on verra comme toujours, hein, je suis souvent ce type de prédiction. Il y a des choses qui tombent, finalement, n'aura pas lieu. Par exemple, j'aime bien, tout à l'heure, tout en bas, une informatique plus économe en énergie. Oui, tout à l'heure, c'est marqué 38 de croissance sur un secteur 1 milliard, mais on sait très bien, en gros, ça veut dire quoi? C'est, à tous les domaines, pour un développeur, c'est comment faire, pour, faire des codes plus optimisés pour consommer moins de ressources, donc derrière, c'est moins de chaleur, moins d'énergie et cetera. Dans les data centers, comment on peut optimiser? Moi, ma vision, c'est simple, hein, c'est toujours l'activité d'abord. Quand tout va bien, on va bien regarder de ce côté, green IT, mais quand ça va pas bien, forcément, ce sont les sujets qu'on abandonne. Donc, ce sont des choses, il faut prendre en compte. Voilà. Pour finir, le partenariat avec le Libou, hein, dans le groupe aussi bien Portify que Yourbeo, si demain vous voulez créer une structure, vous accompagner, j'ai le plaisir de vous mettre en relation avec le responsable de ces parties-là. Si c'est la partie portage salarial, pour ceux qui ça intéresse, donc pour résumer, le portage, c'est souvent on dit que c'est pas vous n'êtes pas freelance. Non, vous êtes freelance puisque c'est vous qui décidiez quand est-ce que vous voulez travailler, à quel taux.
Le rôle de la société de portage, c'est simplement facturer votre client et vous verser sous forme de salaire. Donc, grâce à ça, c'est la sécurité, c'est vous cotisez pour la retraite, le chômage et la maladie. D'accord? C'est ça les enjeux. Ça fonctionne comme une entreprise. Donc, Portify, nous, on a la particularité, évidemment, de faire un portage transparent, mais c'est surtout aussi, fédéré. C'est offrir pas mal de services. Donc, là, vous avez quelques exemples. On a mis en place des CE, des chèques cadeaux. Là, on est aussi très fiers, hein. On a travaillé aussi au-delà de ça, travaillé avec la direction de la BNP pour tout ce qui est crédit immobilier, parce que quand on est freelance, ce sont des enjeux. Donc, on a un canal direct avec leur direction. On a une fiscaliste qui est là pour faire les choses proprement. Et puis, comme avec le Hibou, on a le plaisir d'être leur partenaire. Donc, forcément, vous avez des conditions particulières avec le Oui, Hibou. on D'accord? a 20% de réduction, enfin vous avez 20% de réduction pour, dans la création d'un compte sur Portify, enfin la création Oui. d'un Quand partenariat c'est avec du Portify, portage, tout à du fait. portage, Merci, pardon, voilà. Victoire. C'est Et quand donc, c'est du portage et pardon, et quand c'est la création de structure, nous, on vous offre les frais pour la création. D'accord? voilà. Voilà, moi j'en ai fini. Bah, j'ai respecté mon temps. Je ne sais pas si, il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a eu quelques questions pendant le Ouais, webinaire, mais c'était, j'ai cru comprendre qu'ils se répondaient beaucoup entre eux. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres questions qui peuvent être posées. Je ne sais pas du tout si on en aura. On a peut-être 5 minutes pour y répondre. je sais pas, De toutes les n'hésitez pas manières, s'il y a des questions, ouais, oui. c'est ce que j'expliquais de toutes les manières. Je pense que tu peux mettre la slide d'après pour leur expliquer. Le webinaire, le replay vous sera tous envoyé. Mmh. Vous aurez également accès justement au contact des personnes chez Portify avec qui vous pourrez échanger pour en savoir plus. Donc, vous recevrez toutes les informations et les rappels aussi des conditions du partenariat, évidemment. Oui, tout à fait, Euh, n'hésitez pas, voilà. voilà. Alors, on Eh a ben, une question. écoutez, Bonjour, quel est votre avis sur les bon, je vais solutions parler. proposant du semblant de portage vendu par des entreprises suisses? Alors, on va faire simple, ces sociétés suisses, déjà depuis un an et demi, ils ont arrêté à cause de la nouvelle législation. Quand vous n'êtes plus de en dessous de quand vous travaillez plus de 50 jours, non pas sur le territoire, il est interdit de faire du portage suisse. Les sociétés suisses, à chaque fois, ils appuient sur la phrase suivante: «Il y a une convention bilatérale entre la Suisse et la France, donc forcément, ils cotisent moins et cetera». Ceci est vrai, sauf que dans 99 des cas, vous ne travaillez pas pour un client en Suisse. Vous êtes ni frontalier. Moi, j'ai le cas pour travailler avec le Hibou pour un client en Île-de-France, quelqu'un qui habite à Massy. Comment vous pouvez justifier auprès de l'administration on peut vous accorder ce côté accord bilatéral? C'est redressement assuré. D'accord? Et puis pareil, hein, j'en profite, à tous les montages à l'étranger, à Londres pour ne pas les citer. Forcément, le discours, il est attrayant, hein, mais c'est pareil, ça a été jugé, tout ça, il y a 2 ans en cassation, redressement assuré. Pour vous dire tout à l'heure l'histoire de celui qui se fait redresser 134 000 €, oui, il a utilisé ce type de système. Je connais le montage, à chaque fois, ils vous disent: «Déclarez bien les revenus issus de l'étranger». Oui, mais je vais vous poser une question. À votre avis, est-ce que si un dealer déclarait l'ensemble de ses revenus aux impôts, est-ce que c'est pour ça qu'il n'aura pas de problème? C'est la même réponse. Le montage est jugé illégal. Pourquoi? La plupart du temps, vous êtes résident en France, fiscalement domicilié en France, votre client en France. Pourquoi vous allez chercher une structure à l'étranger pour faire votre portage? Ça a été jugé. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter ou mes équipes. On vous enverra, vous pouvez trouver facilement sur internet. C'est redressement. Sachez que pour finir, toutes ces structures-là, forcément, le montage, c'est que vous êtes considéré comme une structure, une filiale. Donc, comme en France, ça veut dire que vous êtes publié sur un site public, sur internet accessible. Donc, l'administration a accès à tout ceci. Donc, c'est très, très facile. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a une question notamment sur est-ce que ce sont vos mêmes identifiants on me demande si c'est vos mêmes identifiants pour Urbeo?
Alors, Urbeo, vous pouvez me joindre également hein, avec une adresse différente, c'est antoine.schenk@urbeo.fr. Sinon, vous pouvez contacter l'ensemble des personnes d'ici, on aura le plaisir pour les transférer. Ils sont au bureau d'à côté, hein. L'objectif, c'est vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est accompagner le freelance. Pour vous dire, moi, j'ai des freelances, c'est portage et après structure. Et puis pour certains, pour X raison, ils reviennent en portage. L'objectif, c'est vous accompagner durablement. C'est ça qui est important. D'accord? Il y avait une autre question aussi. Sentez-vous une réelle contraction du marché au niveau IT en France? Est-ce que vous voyez de plus en plus de freelance opter pour des missions full remote sur les marchés européens? Alors, il y a 2 choses. Ouais. Comme je disais, le marché est bien reparti depuis le mois de novembre. Il y a des frémissements, mais on voit bien depuis janvier, voilà, on a un gouvernement en France, tout va bien pour les entreprises. Il y a vraiment ça part. Moi, je dis souvent, une entreprise comme Urbeo Portify, on est un beau thermomètre puisque à un instant T, on a 300-350 salariés, ça veut dire c'est autant de clients. Donc, on voit bien le mouvement. Alors, moi, ce que j'observe aujourd'hui, ça c'est mon sentiment personnel, comme l'année dernière, beaucoup de clients ont mis fin à des missions de type production, d'accord, voire des projets, d'accord. Aujourd'hui, ils sont redemandés, c'est beaucoup autour de la production. On n'est pas dans une phase, on se lance de grands projets. D'accord? Ça commence, mais on voit bien, c'est plutôt les projets de type, quand on est dans l'IT, les métiers de type l'administration, sécurité. On n'est pas dans les projets de conception, on va recruter un wagon de développeurs. On n'est pas encore dans ce modèle-là, mais ça commence à repartir. Maintenant, la question de freelance, oui, il y en a, quand vous avez une expertise, d'accord? Une expertise soit fonctionnelle ou technologique. D'accord. Moi, j'ai le cas, j'ai 2-3 personnes en structure ou en portage, peu importe. Ils sont spécialistes en blockchain. Ils travaillent pour des clients américains ou au Moyen-Orient, etc. Oui, parce que eux, ils ne trouvent pas des ressources en local, etc. Oui, ça se fait, il y a pas de débat. Encore une fois, c'est quelle est votre expertise? Si on peut trouver quelque chose localement facilement, le client ne va pas probablement pas vous proposer de full remote. Donc, mais ça se fait de plus en plus. Bon, Est-ce bah, qu'il y a d'autres questions, Victoire? alors, pas autour de tout ça. Après, ça va être des questions qui vont être relatives à Portify, mais je sais que toutes les réponses sont sur votre site ou alors Oui, oui. en vous contactant. De toutes les Mmh, manières, tous les contacts Portify vous seront donnés à tous. On va finir parce que ça va être l'heure. N'hésitez pas tous à voir le replay qui vous sera envoyé. On va noter aussi, on va vous donner un petit typeform pour que vous puissiez noter le webinar. Que vous puissiez voilà, donner ce que vous en avez pensé, les choses positives et négatives pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochaines fois. mmh. N'hésitez pas aussi à nous donner vos idées pour des prochains webinars. Tout ça, ça sera sur le mail qu'on vous enverra en replay. Voilà, et on vous retrouve dans 2 semaines pour un webinar sur la pollution et l'argent. Voilà. Je vous souhaite Merci à toutes et une à très bonne tous. fin de journée à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, Au à revoir. bientôt. Merci, au revoir.